Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur Talkcom. Je suis ravi de pouvoir animer ce matin donc effectivement un sujet qui est cher. C'est sur une rubrique que nous portons en partenariat avec Loïc Herbier qui se présentera, qui est le président du Cercle de Branding. Donc la vie des marques. Mais on parlera ce matin donc d'un thème qui est celui des marques ne meurent jamais. Donc vaste sujet. Donc merci Loïc d'être à mes côtés, donc et tu te présenteras donc, dans quelques minutes. J'ai le plaisir pour avoir comme témoin clé, donc pour apporter une réponse. J'attends une réponse à la fin de l'émission. Richard Lerosé, qui est le cofondateur effectivement du groupe Héritage, donc qui parlera de ces très jolies marques. Philippe Samuel, qui est dirigeant d'entreprise, président d'un groupe important, qui est Schneider, donc effectivement consumer, service, c'est ça. Groupe. C'est ça. Qui porte également beaucoup de très jolies marques, qui résonneront, je suis sûr, auprès de vous tous. Et puis, je suis fier d'accueillir donc effectivement Frédéric Lefebvre, qui est effectivement chef d'entreprise et qui aujourd'hui a fait revivre PIF Le Mag. Et il nous racontera également son histoire. Avant toute chose, mon cher Loïc, essayons de situer un peu la vie des marques et les marques ne meurent jamais dans le contexte qui est celui de ce matin. Oui, enfin, la rubrique que l'on inaugure aujourd'hui sur la vie des marques, c'est effectivement l'occasion d'une immersion dans la vie des marques, d'un décryptage des enjeux du brand management. Mais c'est aussi peut-être l'occasion de partager une conviction que les marques sont vraiment au cœur de l'entreprise, moteur de la performance, moteur de la valorisation. Et que c'est un enjeu de gouvernance globale plus qu'un simple enjeu de communication. Voilà. Et puis, on a voulu se faire plaisir ce matin. On entend quand même ces derniers temps parler de beaucoup de marques qui disparaissent, alors beaucoup ces temps-ci dans l'univers du textile et de la mode. Et la distribution. Mais heureusement, il y a aussi des marques qui refont surface. PIF, Bonux, Radiola, Schneider. Voilà. Et donc, on va se poser la question de savoir si effectivement une marque, est-ce qu'elle disparaît vraiment un jour ou pas, et quelle est l'alchimie qui fait qu'elle peut refaire surface. Et donc, on est heureux de vous entendre sur ce sujet-là. Alors moi, je suis ravi d'abord d'accueillir des entrepreneurs, puisque l'écosystème de l'Observatoire Comédia a toujours été fait donc d'entrepreneurs. Et effectivement, nous avons des marques aujourd'hui, d'ailleurs, qui font la une. Effectivement, je vais vous demander à chacun d'entre vous, en 3 minutes, de présenter votre entreprise ou votre groupe, et puis de présenter vos marques ou votre marque. Voilà. Et ensuite, donc, nous rentrerons dans nos débats. Richard Lerosé, si tu veux bien présenter ton groupe et effectivement présenter tes marques. Bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis cofondateur d'Héritage, donc une PME qui est spécialisée dans les marques d'entretien, de produits d'entretien de qualité et qu'on veut plus responsables et plus saines. Et donc ça veut dire quoi ? C'est simplement que la croyance de départ, puisque entrepreneur c'est quand même un acte de foi, et c'est de se dire finalement si j'achète des biens pour vivre chez moi et que je souhaite bien les entretenir pour qu'ils durent plus longtemps, je vais devoir prendre des produits de qualité, c'est là où on intervient, pour faire durer ces biens. En faisant durer ces biens, finalement, j'en achète moins souvent, et du coup, j'économise aussi finalement les ressources de la planète, tout simplement. Les marques, parle-nous quand même de ton portefeuille de marques, parce que tout le monde est impatient de les entendre. On a un portefeuille de marques vraiment que de vieilles marques authentiques. Donc on va avoir Baran pour le soin des chaussures, on va avoir Mirror pour le soin des métaux. Si on parle de la lessive, effectivement on aura Bonux, mais en assouplissant on va avoir Mini-Doux, aussi doux qu'un petit nid d'oiseau. Et puis on va avoir dans le nettoyage ménager des marques comme Vigor pour le nettoyage intensif. Vigor, il n'y a pas plus fort, si vous vous souvenez. Et puis on va voir Océdar aussi qui prend soin du bois. Et même Terra qui prend soin des sols délicats. Merci Richard. Philippe, parle-nous de ton groupe. Oui, donc... Des marques, bien entendu. Oui. Je suis
comme Richard, en fait, un entrepreneur. Donc, j'ai créé ce groupe il y a presque 30 ans. Ça fait 29 ans en 2023, avec une volonté, en fait, de venir dans le monde de l'électrodomestique, avec un modèle faiblesse, c'est-à-dire que prendre des marques et les faire vivre au travers de produits dans l'électroménager, dans l'électronique grand public. Donc, aujourd'hui, on a un portefeuille de 3 marques. On a volontairement, en fait, réduit le scope de telle manière à pouvoir être très focalisé. Donc, on a Radiola qui est plutôt sur l'entrée, donc sur le premier prix. On a Schneider donc sur le milieu de gamme, et on a en fait Scholtes sur le haut de gamme. La volonté du groupe, c'est de réancrer en fait ces marques dans la temporalité, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il est important, lorsqu'on rachète des marques, de pouvoir effectivement les relancer et les positionner dans le monde d'aujourd'hui, et aussi avec une volonté. On est entreprise française, toutes nos marques sont françaises, et notre volonté, en fait, c'est de commencer une forme de relocalisation. Merci Philippe. Frédéric, alors l'histoire de PIF. Au-delà du fait, tu m'as dit, tu sais Dominique, moi, je suis un amoureux de PIF depuis toujours. Voilà. Mais à part cela. C'est une histoire de passion. Mais en fait, la réalité, c'est que quand comme moi, on a consacré sa vie, une grande partie de sa vie, plus de 40 ans, à la politique, qui est une passion. Quand on décide d'arrêter la politique, il faut trouver une autre passion. Et du coup, autant remonter à une passion de l'enfance. Il y a une opportunité à croiser ce que tout ça représente pour moi, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, hein, puisqu'il y a un côté transgressif dans ce que je fais, puisque mon père était médecin, plutôt giscardien. Moi, j'étais plutôt De Gaulle, mais en 81, quand j'avais pas encore la majorité, j'aurais voté plutôt Mitterrand que Giscard, si j'avais eu le droit de vote à l'élection présidentielle. Et j'étais déjà passionné des radios libres, et j'étais toute ma jeunesse, mais jusque très tard, abonné à PIF. Et PIF, en fait, a représenté pour moi, d'autres magazines aussi, hein, j'étais abonné à Tintin et à d'autres, mais PIF a représenté pour moi à l'époque la transgression, parce que mon père m'interdisait, comme à beaucoup de Français qui se retrouvent dans PIF aujourd'hui, de lire PIF, parce que c'était lié au Parti communiste. Et j'avais un cadre de l'équipe de foot qui vendait l'UMA dimanche. Donc ça, je devais avoir peut-être 7-8 ans ou 9 ans. Et ma grand-mère complice qui a accepté que je sois abonné chez elle. Voilà. Donc l'histoire de la passion, elle est là. Ensuite, l'opportunité, le groupe L'Humanité qui détient la marque avait besoin de valoriser des actifs dormants. Et là, Bernard Chosgros, que tu connais bien, qui est un multi-entrepreneur dans le secteur des médias et aussi finalement des marques qui ont du sens, puisque le parc Spirou et d'autres projets qu'il a pu conduire, a accepté de venir à mes côtés pour le défi qu'on se lançait, qui était de faire revivre PIF. Parce que PIF, pour reprendre un peu le thème du plateau d'aujourd'hui, PIF n'est jamais mort dans l'âme collective. Mais malheureusement, il n'existait plus, ou très peu. On voyait de temps en temps apparaître, et peut-être d'ailleurs en étant de plus en plus sorti de son contexte, c'est-à-dire un personnage tout à fait. De On BD. reparlera d'ailleurs avec une stratégie qui est tout à fait disruptive également, donc qui rentre dans cette stratégie d'acquisition. Ça, stratégie, c'est encore... On y reviendra. Richard, alors quand on s'est rencontrés, moi j'ai été frappé par l'amour, l'intérêt de l'histoire de tes marques que tu as repris. Alors c'est un sujet avec Loïc qu'on se pose beaucoup, parce que quand on veut répondre à une question, les marques ne meurent jamais. Lorsqu'on refait renaître des marques, peut-être un point d'observation d'expert que tu es, mon cher Loïc, sur l'aventure qui est celle du groupe Héritage. On en a beaucoup parlé ensemble. Moi, je t'avais dit, voilà, j'ai vécu avec Richard un moment fort, donc d'échange, sur la valeur de la marque qu'il portait, sur l'histoire de la marque qui essayait de travailler. Qu'est-ce que tu peux en dire quand on parle d'une marque ?
de ces valeurs. On va surtout écouter effectivement la manière dont on peut aujourd'hui faire revivre une marque. Comment une marque, en fait, et les questions qu'on se posait, même avant de démarrer cette discussion là aujourd'hui, c'était comment une marque ancienne peut revenir sur le devant de la scène, peut revenir d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut réactiver dans son histoire? Qu'est-ce qu'il faut éventuellement gommer dans son histoire, et quel est, en termes de stratégie, au fond, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, les fondements sur lesquels on peut s'appuyer, et ceux sur lesquels il faut peut-être réfléchir à nouveau. J'ai souvent tendance à dire que quand on relance une marque, on reprend pas forcément l'histoire au moment où ça s'est arrêté. Peut-être qu'il faut revenir aux origines. Je pense que le cas de Radiola ça sera un bon exemple. Il faut peut-être réfléchir, mais donc là on va justement écouter la manière dont chacun a repris la marque, a repris l'ADN, a repris des valeurs et lui a redonné une actualité, mais dans un environnement, dans un contexte 20 ans, 30 ans plus tard, qui a forcément changé. De toute façon, il y a un point commun, ils sont tous amoureux de leur marque. Richard, on a envie de t'entendre. Donc, fou amoureux. Hein? Fou amoureux. Fou amoureux de Bonux. Fou amoureux. Alors, en fait, au tout départ, c'est effectivement l'idée de se dire, mais en fait, cette marque, elle est incroyable, parce que quand on pose la question aux quarantenaires et plus, on a à peu près 90% de taux de notoriété. Donc au moment où on se dit, mais comment une marque qui est encore autant inscrite dans la tête des concitoyens, des Français, elle a pu disparaître? Et donc là, il faut se replonger effectivement aux origines, et il faut aller voir un peu ce qui s'est passé. Et Bonux, dans ce qui a fait la marque, les deux piliers de la marque, vous aviez le cadeau, et au départ ça s'appelait même Bonus, de 58 à 60, parce que c'était la lessive qui l'avait hyper bien, qui rendait un blanc éclatant, et en plus il y avait un cadeau, une prime bonus. Et donc, ce cadeau physique qui était à l'intérieur, il y a même un monsieur qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle La lessive aux 1000 cadeaux, Francis Elzingre, qui en parle très très bien, et il nous a aidé lui aussi à se replonger au cœur de la marque. Donc on avait ce cadeau, et on avait l'efficacité. Son premier cadeau, c'est la blancheur. Donc, une fois qu'on a ces deux piliers-là, il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, la marque, elle n'arrive plus à faire cette proposition et cette promesse qu'elle avait avec le consommateur. Et en fait, il y a eu un basculement qui a été un basculement de consommation. Hein. C'est-à-dire que le marché de la poudre, qui aujourd'hui représente moins d'une lessive sur 10, à l'époque, c'était quasiment l'intégralité des volumes. Ce marché, progressivement, il a basculé vers la lessive liquide. Et puis, encore de nos jours, la lessive en capsule. Et donc, la marque, elle n'a pas su accompagner ce mouvement, cette promesse du cadeau de l'efficacité. L'efficacité, c'était possible dans une liquide, mais ils ne savaient pas comment mettre le cadeau dans une bouteille de lessive. Et c'est là où c'est passionnant. Parce qu'on se dit... Alors ça c'est passionnant parce que ça va faire l'objet d'un sujet sur lequel on n'apportera pas la réponse d'ailleurs à nos auditeurs aujourd'hui, puisque effectivement c'est son packaging. Donc là c'est un peu de teasing, donc il m'a interdit d'en parler, mais je en dis quand même deux mots. Hein, soyez très attentifs à ce qui va se passer sur le packaging, qui est véritablement, que moi j'ai perçu comme un packaging extrêmement innovant. Hein, extrêmement innovant. Alors ça fait partie également des assets, parfois des marques importantes, hein, c'est leur traduction. L'incarnation. L'incarnation. Comment effectivement une intention de départ. J'ai tendance à dire moi qu'une marque c'est d'abord une intention. Après c'est une incarnation et puis des interactions avec les publics. Mais c'est vrai que comment la marque s'incarne concrètement. Quel est son produit, quelle est son offre, quels sont ses services. Et effectivement, dans la grande consommation, le packaging fait partie effectivement de l'incarnation de la marque. Alors toi qui étais patron également dans des grands groupes, hein, donc internationaux, moi je suis frappé quand même qu'une PME, parce que là tu es une PME, tu n'es pas encore une ETI, mais on attend que tu sois très vite une ETI, hein, une PME est capable de se relever ce défi-là. J'ai cru comprendre, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, que tu as déjà conclu des accords avec 60% du monde de la distribution. Ça, j'ai été bluffé par ça. Et je sais que le produit est déjà en rayon depuis le 12 avril, chez Leclerc. Donc,
cette équation incroyable, et lorsqu'on y reviendra probablement, et Loïc nous éclairera sur le sujet, quand on sait la nécessité qu'il faut, les moyens qui sont nécessaires pour porter une marque ou pour porter des marques, et notamment marques grand public de cette dimension, même s'il faut séduire les distributeurs dans un premier temps, tu as réussi visiblement, puisque 60% donc effectivement des distributeurs t'accompagnent. Comment tu peux m'expliquer cette équation donc sur ce sujet pour une PME française? Je crois que la recette, elle est hyper simple en fait. Hein. La recette, c'est d'avoir bien sûr de bonnes marques dans lesquelles on croit. Et après, le deuxième facteur déterminant, c'est d'avoir une équipe extrêmement compétente et chacun à son poste menant extrêmement bien ce qu'il doit faire. Tout ça dans un sens collectif. Et je crois que c'est ce qui était un peu perdu, le sens dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, la motivation aussi des hommes et des femmes qui vont travailler chaque jour. Et nous, on est complètement à rebours de ça. C'est-à-dire que on veut absolument associer tous les salariés au succès de l'entreprise. Et donc, c'est aussi pour ça que quasiment l'intégralité de nos salariés sont actionnaires de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, en fait, on crée une espèce d'alchimie qui devient hyper intéressante, où chacun, voilà, comme dans un très beau match de sport collectif, va passer la balle de manière hyper ajustée au bon moment. Et le but est à la fin pour marquer des buts, hein, effectivement, c'est ça. Et donc, vraiment, ce sont les hommes et les femmes. Et comme on avait déjà une expérience d'entrepreneuriat avant, on a pu récupérer effectivement des gens qui sont extrêmement motivés par l'entrepreneuriat et la volonté d'innover, de vivre librement aussi. Hein. Et ton ambition, si je ne me trompe pas, c'est de prendre 2 à 4% de part de marché sur ce produit, c'est bien ça, considérable. Philippe, merci beaucoup Richard. Alors Philippe, donc effectivement, tu es toi un entrepreneur, donc de presque de toujours. Tu as souligné qu'effectivement la crise financière, donc t'avait obligé à repenser le modèle de ton entreprise. Et c'est dans ce contexte-là où tu as développé donc effectivement les plateformes de marque. Et ce que nous regardions avec beaucoup d'attention avec Loïc, c'est comment tu as traité des marques aussi différentes que Schneider, Thomson, donc Radiola, mais aussi Scholtes, sur des positionnements extrêmement différents, même aussi parfois sur des circuits de distribution différents. Comment donc ce pari a-t-il été réussi? Parce que c'est un pari qui a réussi, je le sais, les chiffres sont probants. Et aujourd'hui, toi, tu es plutôt une ETI, donc voilà, on a vraiment donc aussi un profil d'entreprise qu'on aime bien, nous, à l'Observatoire Comédia. Alors, comment ça s'est passé quand tu traites la marque? Je sais que tu la traites, on a beaucoup parlé avec Loïc en préparation, hein, de façon très différente de l'une à l'autre par rapport à son marché. Mais donne-nous un peu en synthèse ta stratégie de marque et comment tu la traites. Je rebondis sur ce qu'a dit Richard. En fait, il faut commencer par le début. C'est quoi la marque? C'est quoi son histoire? C'est quoi ses valeurs? Et à partir de là, tout oublier pour tout reconstruire. Donc, on a fait appel également donc à un historien. À chaque fois qu'on a racheté une marque, on a voulu en fait comprendre toute son évolution depuis sa fondation, parce qu'en fait, c'est là où les valeurs de la marque se créent. Et une fois qu'on a fait ce travail, on a travaillé donc avec des agents spécialisés dans le marketing, mais également donc avec nos chefs de produits, nos commerciaux, pour pouvoir dire voilà, c'était quoi la plateforme de marque hier, pourquoi elle est sortie du marché, et c'est quoi sa vocation aujourd'hui par rapport à un environnement qui est complètement différent. Et en fonction de ça, les réponses sont complètement différentes. Entre une marque comme Schneider, qui est une marque d'héritage, excuse-moi Richard de reprendre en fait le nom de ton groupe, qui parle à beaucoup de gens parce que Schneider, d'abord c'est un nom à consonance allemande, même si la marque est française, qu'elle est restée aussi dans l'inconscient collectif, hein, et qu'elle est proche d'un certain nombre d'autres marques Schneider sur le marché. Et donc en fait là il y a une notoriété qui est bonne, et donc notre but avec Schneider, c'est pas forcément de travailler sur la notoriété, mais c'est de lui donner en fait ses aspérités, c'est pourquoi on va acheter Schneider plutôt qu'une autre marque. Et par rapport à ça, le prisme qu'on a trouvé, c'est travailler le produit, un produit un peu différent. Donc on a travaillé sur une gamme de produits rétro, qui a fait comme en fait une carte de visite et qui nous a permis en fait de rentrer dans toutes les distributions. Et après de rattaquer sur les marques contemporaines.
La question, je pense, elle s'adressait aussi par rapport à Radiola. Alors, tout à fait. Par rapport à Radiola, parce qu'on a été interpellé, on en a reparlé lorsqu'on a préparé après avec Loïc. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu as pris un sujet de façon très différente, et là, tout d'un coup, la marque, tu as touché à un sujet qui est souvent un peu emblématique, on n'y touche jamais, hein, c'est le logo. Ouais. Donc, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Loïc, tu m'interromps. Comme tu veux. Mais comme je veux. Hein, et là, tout d'un coup, on a touché effectivement, aux fondamentaux. Le cœur, paf, le logo. Peut-être 2 mots sur ce point-là. On a eu à débattre sur ce point. Non, mais c'est intéressant d'écouter la façon dont la marque Radiola, finalement, n'a pas repris l'histoire au moment où elle s'est arrêtée, qui était devenue, je crois, une marque un peu vieillissante, hein, voire ringarde. Je voulais pas le dire. Voilà. Et très implantée aussi en milieu rural, et finalement revenir aux origines de Radiola, qui était une marque d'accessibilité et qui donc s'adresse maintenant à des clientèles plus jeunes, aux nouveaux entrants. Ça, c'est intéressant. Et de technologie, parce qu'en fait, Radiola, on l'a oublié, et peut-être un véritable sujet, ce serait de faire le musée de l'électronique à la française, parce que les Français ont inventé beaucoup de choses. Radiola, en fait, c'est une marque qui a été créée suite à la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, le corps des sapeurs-pompiers de Paris devait communiquer de manière rapide avec le front. Et donc, en fait, il y a eu cette invention de la transmission sans fil française. Et donc, ça a été repris donc, juste après la Seconde Guerre mondiale avec la création, en fait, d'un poste de radio. Donc, il y avait, c'était la radio de l'époque. Et donc, la première transmission, elle s'est faite au travers de la Tour Eiffel. Et voilà, donc il a fallu produire les appareils, et très rapidement, en fait, Radiola a été racheté par Philips, et Philips en a fait sa marque d'accessibilité. Donc nous, en fait, quand on a repris Radiola, on s'est retrouvé effectivement sur un territoire un peu compliqué, avec des produits qui étaient plutôt bas de gamme, une distribution qui était un petit peu has-been, avec une notoriété qui était bonne, mais sans être exceptionnelle. 66% de notoriété, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup à la fois. Et surtout, en fait, une clientèle qui était un peu vieillissante. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de casser les codes et de... Alors, toi, tu m'as dit, c'est une qualité sans compromis. Voilà. Excuse-moi, je t'interromps, absolument. Mais ça a été très, très clair. Donc. Plutôt que de s'adresser, en fait, à la clientèle qui connaît sa Radiola, on a délibérément, en fait, ciblé des primo-accédants, des jeunes qui n'avaient pas forcément donc connaissance de Radiola, pour pouvoir leur dire, voilà, cette marque, elle a 100 ans, la qualité n'a pas de compromis, c'est une marque française, et on a, par rapport à ça, en fait, un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs actuelles, sociétales, environnementales, etc. Et à partir de là, effectivement, il a fallu qu'on matérialise ça différemment. Et donc, on a pris la décision, qui était une décision forte lorsqu'on attaque une marque, de changer de logo. Un logo beaucoup plus moderne, où il y a quand même un peu le côté français. Donc, de manière astucieuse, on a pu mettre du rouge, du bleu et du blanc pour ancrer notre marque dans notre territoire, qui est le territoire français. Et à partir de là, ça a plutôt bien fonctionné, parce que la marque, elle parle même à des gens qui ne la connaissaient pas. Peut-être un point d'observation, là, parce que justement, changement de logo, ou même réaction par rapport à une marque. On était chez une marque il n'y a pas si longtemps, toi et moi, Loïc. T'as pas hésité à dire aux dirigeants d'entreprise, oui, le logo, c'est bien, mais enfin bon, c'est pas... Alors toi qui disais ça, moi j'ai été un peu désarçonné, mais je vous en parle comme ça à la cantonade. Mais un logo, ce n'est que c'est un drapeau, un logo. Bon, donc c'est le drapeau de sa marque, c'est effectivement ce que le client voit en général en premier. Donc il faut qu'il soit représentatif de ce que l'on veut être, de ce que l'on est, de ses valeurs. Bon, après il y a des logos qui effectivement sont cohérents avec ce que l'on est, et puis d'autres qui sont juste là et qui n'ont pas forcément cette force-là. Mais alors c'est vrai qu'il y a des fois des logos qui font partie des marqueurs identitaires. Une marque, elle est faite de marqueurs. Bon, alors il y a des marqueurs identitaires, il y a des marqueurs produits, il y a des marqueurs, il y a des slogans. Tout à l'heure, on évoquait des slogans qui restent dans la tête. Mais quelquefois, il faut aussi savoir couper le cordon et sortir des slogans. Si on reste sur le slogan Radiola de l'époque, années 60, qui était « Qui dit radio, dit Radiola »,
Aujourd'hui, c'est plus vrai. La radio, Radiola fait tout aujourd'hui sauf de la radio, puisqu'ils font électroménager, des produits. Mais bon, il y a plus de radio aujourd'hui au sens. Donc, il faut quelquefois aussi savoir sortir des marqueurs qui sont quelquefois un peu pesants et qui donc de temps en temps faire table rase ou faire un pas de côté, c'est bien aussi. Hein. Alors, Frédéric, donc effectivement, PIF. C'est un emblème, mais moi, il y a un autre sujet qui m'a interpellé lorsqu'on a partagé ensemble, c'est ta stratégie, qui me paraît... J'en ai pas eu tous les contours. Hein. Je suis un petit peu en attente d'en avoir un certain nombre de pistes. Il m'a fait aussi beaucoup de teasing, comme Richard, vous faites beaucoup de teasing. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'en plus, tu touches à un secteur d'activité qu'on connaît bien, le secteur Comédia, qui est la filière industrielle, et tu as pris le parti pris, donc, de rester sur les fondamentaux, donc effectivement, du support, en me disant, je n'ai pas touché au digital. Ça m'a un petit peu secoué, parce que c'est il y a 2 ans, hein, maintenant que tu as... 2 ans et demi que tu as repris. Tu l'as repris avec... et tu as capitalisé sur, effectivement, le support imprimé, c'est rigolo, hein, et ça a été un terrible succès, puisque, effectivement, le nombre d'exemplaires vendus, mais tu en diras probablement beaucoup plus, incroyable. Et tu as été obligé de réimprimer, donc un truc de fou, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un sujet qui doit nous interpeller, même si ta stratégie, elle va beaucoup plus loin, et je sais que tu vas pousser également le digital peut-être à l'extrême, sur le Web 3. Donc tout ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, mais aussi également qu'on parle un peu de l'économie quand même, parce que c'est pas si simple, parce que la vie d'un support imprimé de cette nature, il faut qu'il vive. Il faut qu'il trouve son modèle économique. Est-ce que... Allez, tu as 3 minutes pour nous répondre à tout cela. D'abord, PIF, que tout le monde connaît, Hercule, il a 75 ans. Ouais. Et c'est beaucoup plus qu'une marque, en réalité. C'est une marque aussi, évidemment, mais c'est beaucoup plus qu'une marque. C'est un héros national, PIF. Il est né à l'époque au lendemain de la guerre. Il a été créé par un Espagnol qui a fui le franquisme, qui a traversé des moments terribles. Et il est porteur donc de valeurs, de résistance, de solidarité. Et toute son histoire, en réalité, y compris la résistance au monde américain, qui avait tendance à envahir un peu à la libération tous les pays européens, voilà, tout ça, c'est quelque chose de très très fort. Et il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il a 75 ans, mais que il n'a cessé de mourir et de renaître. Mais c'est vrai. Et en réalité, les seuls qu'il ne connaissait pas, depuis qu'on l'a relancé, hein, mais les seuls qu'il ne connaissait pas, c'était les moins de 20 ans. Tous les autres le connaissaient très bien. Or, c'est un paradoxe et une des difficultés, c'est que par définition, il s'adresse d'abord aux moins de 20 ans. Donc, ceux qui ne le connaissaient pas, c'est ceux auxquels nous nous adressons. Quels sont les atouts quand on relance une belle marque comme celle-là? C'est d'abord que tous les gens avec lesquels on a à un moment ou à un autre échangé sur, et là on parle des aspects économiques, sur la distribution, sur la communication, sont tous des gens qui le connaissent. Et quand ils le voient, ils ont le sourire. Je ne vais rien dévoiler, mais quand je suis arrivé tout à l'heure avec les exemplaires que j'ai posés là, avant l'émission, j'ai vu tous vos sourires, tout le monde les prenait en main, regardait, il y a encore le gadget. Et ça... Mais ça, j'y reviendrai sur le gadget. Là, il y a un point commun entre vous deux, c'est un truc de fou. Et c'est quelque chose de très très fort, ça. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'ailleurs signé avec le propriétaire de la marque un contrat dans lequel il y a une charte avec des valeurs à respecter, qui nous vont évidemment très bien, ce sont des belles valeurs de solidarité. Et en même temps, on a voulu ajouter un combat, qui est un combat d'aujourd'hui. Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est un combat d'aujourd'hui, qui est la protection de la planète, de l'environnement, des animaux. Donc on a, avec un certain nombre d'acteurs, signé des partenariats. Et on a décidé, ça tu as totalement raison, ça a été un choix de départ, de rester complètement sur l'ADN de départ de PIF, c'est-à-dire de absolument pas toucher au digital. C'est un des rares magazines qui aujourd'hui n'a pas de version numérique. Ce qui déjà, on nous a pris pour des fous de relancer la marque. Ensuite, on nous a pris pour des fous de faire que du papier.
D'autant plus avec ce que nous traversons dans cette industrie, c'est-à-dire l'explosion du prix du papier, l'explosion du prix de l'énergie. On a des coûts de fabrication qui ont explosé, près de 70% d'augmentation de nos coûts de fabrication. Donc on a la chance, parce que c'est une marque qui existe dans l'âme collective, que beaucoup d'annonceurs aient eu envie de jouer la carte PIF. Et ils l'ont fait à un bon moment, c'est-à-dire que sans eux, je pense que comme beaucoup de magazines, Bien sûr. on aurait été contraint de mettre la clé sous la porte. Mais tu m'as fait part également d'une exigence profonde. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir les annonceurs pour voir les annonceurs pour trouver de l'argent. Tu vas voir les annonceurs qui sont des corporates. Je vous montrer par qui exemple. eux-mêmes ont des engagements. Regardez EDF Fort. par exemple. On travaille, il y a eu une campagne qu'on a faite avec EDF pendant tous les mois d'hiver jusqu'au printemps sur les économies d'énergie, mobiliser, sensibiliser les enfants sur je baisse, j'éteins, je décale. Donc il y a toute une série. Alors, avec... Notre public ne le voit probablement pas, mais on mettra les images, donc effectivement, Ensuite, de PIF en scène. Voilà, là c'est formidable. Voilà. Ensuite, Là, c'est ça, top. par exemple, Là, t'es c'est la SNCF. Ouais. Le vert pour le chemin de fer. Et on défend évidemment le fait que prendre le train... Oui, tu sors des polluant. codes de communication d'ailleurs de Donc on est en réalité dans un... annonceur. Oui, c'est ça. Attends, ce qui me frappe là, c'est tu sors des codes de communication des annonceurs. Oui, parce qu'en fait, ils s'approprient plutôt donc ta marque que ont- leur propre image. ils ont envie de... C'est assez étonnant, hein. Ils ont envie de partager... Tu peux nous le remontrer, ça c'était intéressant tout à l'heure, le premier. Ça, c'est Celui-ci d'EDF. EDF. Donc en fait, on est dans un moment un peu particulier. C'est-à-dire que PIF est identifié maintenant. D'abord, PIF étant connu de tous, puisque depuis 2 ans et demi maintenant, même les moins de 20 ans le connaissent. PIF étant porteur de valeurs partagées par les marques. Et nous, acceptant de jouer le jeu, que le personnage puisse s'incarner aux côtés de la marque ou avec la marque, à partir du moment où les valeurs que nous défendons sont respectées, parce qu'il y a évidemment des gens avec qui on n'acceptera pas de travailler, ça crée une alchimie un peu particulière qui est assez différente de ce que l'on voit d'habitude. Et souvent, on est amené à travailler en direct avec des entreprises, alors que pour la plupart du temps, elles passent par les grandes agences à qui elles délèguent totalement leur dispositif de publicité. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Et par ailleurs, en fait, il y a un mot, parce qu'en réalité, moi, je vais présenter rapidement les produits, mais celui qu'on a lancé en tout début, c'est PIF Gadget. Oui, mais ça, je vais revenir. Entre cadeau et gadget, je m'y suis perdu. Donc PIF Gadget, Donc, on va là, en essayer de trouver. l'occurrence, ce sont les 75 ans, ce sont des timbres, puisqu'on a la chance, parce que c'est PIF, que la Poste ait décidé de lancer un timbre Un national. timbre national pour PIF. Édité à 700 000 exemplaires, que tout ça a été décidé, ça change maintenant, mais c'est le club philatélie de la Poste qui a proposé, ils ont décidé, ils ont proposé au gouvernement, il y a eu un arrêté en Conseil des ministres, enfin, c'est quelque chose de très officiel, les timbres nationaux. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a fait un spécial 75 ans. Celui-là, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a une interview. C'est ce que tu positionnes en vintage, c'est Voilà. ça Il y a une interview par les enfants lecteurs de PIF, donc des enfants, 15 enfants de 7 à 17 ans qui ont été à l'Élysée, qui ont interviewé le président de la République, où on apprend des choses stratégiques. En fait, vous avez vu, personne n'est passé à côté, évidemment, d'une des questions sur une forme d'actualité et une situation de crise dans le pays et sa réponse, mais tout le monde à peu près est passé à côté, parce que c'est pas du tout ce dont les médias ont parlé, mais on a appris que le président de la République avait un doudou qui était un lapin, que son héros de BD préféré c'est Lucky Luke, et donc évidemment c'est quelque chose d'assez original. Alors, moi, il y a... Oui, pardon. Troisième, parce que c'était la question que tu me posais, c'est Ouais. vintage. Voilà. Ouais. On a une collection qui s'appelle PIF Vintage, où on édite des anciens Placide et Museau, des anciens Rahan, des anciens PIF. En fait, en réalité, avec ces 3 produits, d'un côté, on a les enfants, avec le gadget, même si on est tous un peu restés enfants, donc il y a beaucoup d'autres... Enfin, Autour de cette table, j'en suis convaincu. Oui, je suis tous convaincus. PIF Paf Pop Culture qui s'ouvre
là, vous voyez un numéro spécial sur les 75 ans, mais on a fait, par exemple, un numéro pour les 70 ans du Marsupilami, ou on a fait un numéro sur la magie avec les Schtroumpfs. En fait, on s'ouvre au-delà de notre licence. Et puis, il y a, effectivement, les nostalgiques qui retrouvent qui était un héros très innovant, en réalité, puisque Rahan, il colle complètement aux valeurs d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, il y a un sujet qui est très très drôle. À votre venue, tu n'es pas concerné, Philippe, mais tu vas être concerné par autre chose. D'un côté, on me parle cadeau, de l'autre côté, on me parle gadget. Ah, donc ça, c'est rigolo. Quand j'ai rencontré effectivement Richard, il m'a montré des choses étonnantes sur le packaging dont il ne veut pas parler, puisqu'il garde le teaser probablement pour les grands médias, donc, pour autant, je me suis dit, mais attends, c'est un truc incroyable. On va avoir Frédéric Lefebvre. Il parle gadget. Je me dis, mais alors attention, parce que je crois que le cadeau, tu m'avais attiré l'attention. Attention, Dominique, moi, je veux un cadeau responsable. Environnemental. Et alors j'ai entendu Frédéric me dire la même chose. Alors décidément, on est bien alignés. Hein, et là, pour le coup, je me dis, mais pourquoi le cadeau PIF serait pas dans Bonux? Peut-être qu'on aura les mêmes idées, ou on peut partager, c'est possible. Non, je pense que ce cadeau, effectivement, il a... Voilà, moi, ma question, c'est ça, c'est la valeur du cadeau, la valeur... Donc, en tant que... Est-ce que ça tracte, effectivement, le produit? C'est fondamental. Et du coup, effectivement, là, pour le coup, autant on a gardé le logo vraiment dans son jus des années 60, autant le cadeau, il a fallu plutôt tout repenser, puisqu'effectivement... le cadeau d'avant, c'était beaucoup de jouets en plastique, produits à l'époque à Oyonnax, qui était un peu la Plastic Valley à l'époque. Et aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut pour ce cadeau? On veut fondamentalement qu'il apporte de la joie. On veut aussi qu'il soit ludo-éducatif, parce que il y a une vraie question sur le temps passé des enfants sur les téléphones. Et donc, du coup, comment on déconnecte aussi un peu les enfants et on les remet un peu dans le réel avec des jouets comme vous avez ou des jouets comme on peut avoir, et on veut qu'ils soient produits en France. Donc on va se positionner forcément sur des jeux par exemple de plateforme à partager avec ses parents ou avec des amis. C'est ce que m'a dit Frédéric. Voilà. Et on va se mettre aussi par exemple sur on va mettre parfois des graines à l'intérieur et à faire pousser soi-même, et puis Absolument. Parfois ça sera facile, parfois ça sera difficile. En tout cas, probablement à un moment donné, ils vont demander l'aide des parents pour peut-être que ça marche mieux. Et avec cette graine, ils vont pouvoir faire une recette. Donc voilà, on s'inscrit aussi dans comment l'enfant aussi découvre la vie, les recettes, la nature au travers de cadeaux Bonux. Loïc, pardon, je t'en prie, Frédéric. Mais là, je salue évidemment la démarche. Dans l'histoire de Pif Gadget, c'est pas tout de suite. Mais ça a été le moment phare, en fait, de Pif. C'est-à-dire, c'est le moment où Pif Gadget était hebdomadaire et se vendait entre 500 000 et 1 million d'exemplaires. Oui, ce que tu me dis. Donc, c'était très impressionnant. Et c'était à l'époque du plastique, avec... toute une période en plus où les choses étaient travaillées avec le CNRS et du ludo-éducatif, et même pour inciter les jeunes à s'intéresser à la science, à la recherche. Et dans tous les milieux, je pense qu'il y a 500 000 ou 600 000 jeunes Français qui ont eu un microscope dans des endroits où les familles n'avaient pas les moyens d'acheter un microscope. Donc, c'est toute cette histoire. Et évidemment, on est complètement dans cette logique. C'est-à-dire que, par exemple, les petites graines, on a offert en gadget les mêmes graines que celles que Thomas Pesquet emmenait dans l'espace. Puis avec le CNES, on a organisé un moment où on a invité les enfants à le planter au même moment que celui où Thomas Pesquet, dans l'espace, ouvrait, puisque c'était dans un tube. Et voilà, on est dans la logique des expériences. De la même façon, on a mis un petit sapin à planter, que les enfants ont planté. On a encore... tous les ans, on a des lecteurs qui nous envoient les photos du sapin qui a grandi. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que ça a été fait il y a 30 ou 40 ans. Et donc, il y a des gens qui envoient des photos avec des sapins qui font 18 mètres de haut. Donc, Frédéric, en fait, voilà. Donc, il y a une histoire de co-branding possible. Non, mais ce qui est clair, c'est qu'on a la même approche et la même volonté, puisque
nous, on a complètement stoppé ce qui a fait une partie de l'ADN de l'époque, qui était les gadgets en plastique. On a été critiqué pour ça, d'ailleurs, par un certain nombre de passionnés de pif. Mais on a essayé de trouver les moyens d'en faire des gadgets, finalement, beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants. Quand on a fait la machine à faire des œufs carrés, je pense que vous avez tous eu la machine à faire des œufs carrés, et qui était en plastique, pas très belle, sans aucun dessin dessus. Nous, on en a fait une en carton, avec de beaux dessins dessus de pif, avec un vernis bio dessus et alimentaire. Et du coup, l'objet en soi, même s'il était en carton, était beaucoup plus beau que l'objet en plastique de l'époque. C'est ça l'enjeu. Et puis on a un magicien qui travaille avec nous, qui crée des gadgets magiques avec... voilà, je pense que c'est... On pourrait y passer la journée, la nuit, et on n'aurait toujours même pas terminé. Je me permets de me tourner vers les auditeurs. J'ai une question qui m'est posée par Philippe. Que pensez-vous d'introduire... Pardon, non, par Philippe. D'accord. Et je vais me tourner vers toi, Philippe, justement. Que pensez-vous d'introduire la souveraineté dans vos démarches de relancement de marque? Alors, pour nous, c'est au cœur de toutes nos marques. On est une entreprise française. On a acheté que des marques françaises. Et la francité, qui n'est pas un mot très joli, mais voilà, c'est le mot qui est adapté, est au cœur, fait partie des valeurs aussi bien de Radiola, de Schneider et de Scholtes. Alors, comment faire vivre cette francité? Parce que bon, au-delà d'une valeur, il faut effectivement, donc, au-delà de la promesse, pouvoir la délivrer. De notre côté, en fait, on a commencé, comme je le disais tout à l'heure, on a initié en fait une démarche de relocalisation, déjà pour la marque Scholtes, sur les tables à induction. Donc là, aujourd'hui, en fait, on achète un certain nombre de composants et on les assemble nous-mêmes en France, à côté de Lyon. On est en train de faire la même démarche sur les fours, mais de manière beaucoup plus large. Tous nos produits, quels qu'ils soient, sont pensés, conçus, designés en France. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, donc aussi bien en termes de design, mais aujourd'hui, en fait, on arrive dans l'électroménager sur l'intelligence artificielle, et donc ça fait partie des assets de nos marques. Et je dirais qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté, c'est pas une contrainte, c'est une véritable opportunité. C'est une opportunité dans nos domaines, en fait, d'adresser les marchés export. Notre volonté aujourd'hui, c'est de rayonner. C'est ce qu'on a réussi à faire en fait avec Schneider, mais aussi avec Scholtes. Et donc aujourd'hui, la France, la valeur France, c'est un actif considérable au service de nos marques. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler à rebours. C'est-à-dire que pendant trentaine d'années, j'ai acheté beaucoup de produits en Chine. Voilà, les choses sont dites. Mon objectif dans les 30 prochaines années, enfin là, si je peux me projeter, ça va être de travailler dans le sens inverse. Aujourd'hui, la France a une image extraordinaire donc en Chine, et notamment en fait dans nos marchés, et avec ces marques qui les portent. Alors, le temps court. On a tellement de choses à partager ensemble. Si on essaye de faire un point, faire un petit break là, donc Loïc. Comment tu pourrais nous résumer ça? Alors, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. On devait aborder effectivement les stratégies donc, de moyens qui sont mis en œuvre. On sait que PIF est en train de développer... Belle question de Thomas Mortier. Bonjour Thomas, qui me pose une question. Pensez-vous que ces marques françaises sont exportables? Alors là, bon, alors chacun va y répondre. Alors là, vas-y Philippe. Non, mais il a donné un début de réponse. Mais par exemple, quand on prend un personnage comme PIF, tout le monde a l'impression que c'est le chien du coin de la rue. PIF, quand TF1, à l'époque, avec un studio nord-coréen, je précise, avait lancé un dessin animé, il a été vendu dans 76 pays. Le magazine PIF existait en Espagne. En espagnol, il y en a eu 37 magazines sur la durée. Au Québec. Voilà. Et en fait, donc, bien au-delà de la France, de la francité, il y a la francophonie. Et ça, la francophonie des affaires, c'est sans doute ce qui n'est pas suffisamment, de mon point de vue, exploité par les grandes entreprises françaises. Peut-être, on a tendance à se rétrécir sur fabriqué en France, fait en France, c'est très bien. Nous aussi, on imprime en France, dans le Nord, chez Léonce Desprez, et j'en profite pour lui tirer mon chapeau. Absolument. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de déployer les marques françaises au nom de la francophonie, notamment sur tous les continents du monde. Alors,
Richard, l'international, on va déjà peut-être s'installer en France pour une PME que tu es, donc on va déjà s'installer en France. Et puis on parlera d'international après. Tant pis pour Thomas. Ouais, non. Très bonne question de Thomas, mais énormément de boulot à faire. Et je reviens à la question, moi, qui était celle d'avant, c'est que nous, on a tout fait pour produire un maximum en France. On a 80% de production faite en France. Et voilà, quand on rencontre toutes les industries de notre pays, on se dit qu'il y a c'est magnifique et qu'il faut tout faire pour les faire bosser, puisque c'est ce qui contribue finalement au bien commun. Donc on va s'occuper effectivement déjà de la France. Désolé Thomas, on est un peu court sur l'export. Si je peux me permettre, il y a peut-être une piste à exploiter, puisqu'en fait, les marques, c'est un asset. En fait, c'est un actif immatériel. Alors, aux entrepreneurs qu'on est, en fait, on voit qu'elles sont inscrites par rapport à ça. Et donc, les marques en tant que telles peuvent vivre. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur un certain nombre de territoires qui sont fermés. Donc, tu parlais de la francophonie. Aujourd'hui, on est en Algérie, on est sur des territoires où c'est compliqué de vivre. Et donc, en fait, sur un certain nombre de territoires, on accepte de licencier nos marques. Alors, bien entendu, on fait extrêmement attention, en fait, aux produits qui sont faits, à la qualité, également donc aux valeurs éco-responsables. Mais on se permet effectivement d'utiliser la marque en tant que telle, comme support effectivement donc de développement sur un certain nombre de pays qui sinon nous seraient fermés. Bien. Je vais vous donner un scoop. Non, un scoop alors. Oui, alors on le garde. Mais ça y est, je vais déborder. Je vais me faire tirer les oreilles une fois de plus. PIF très bientôt va être vendu en Espagne. PIF très bientôt va être vendu au Québec. Et je suis en Roumanie le mois prochain. PIF est en train de se déployer dans le monde entier. Ah oui, c'est remarqué. Là où il est. Oui, alors attends, on a un sujet qu'on n'avait pas évoqué. L'Algérie. Frédéric, on a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui me tenait à cœur, qui est les territoires. Je sais que ça fait partie de votre stratégie. Bien sûr. Mais on aura à en reparler. Et sur le digital notamment, puisqu'on va y venir. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas fait. Non, on va pas y venir. Nous allons y venir. Mais on va y venir, on y reviendra. Nous, on va y venir. Alors, moi, je voulais avoir un point de synthèse. Tu as 2 minutes pour faire la synthèse de ce qu'on vient de se dire. Mon cher Louis, c'est un exercice absolument impossible, parce que, voilà, on va essayer de rester, malgré tout, dans notre cadre horaire, et on est en train de déborder. Oui, pour terminer, en tout cas, c'était des histoires réconfortantes, rassurantes de voir toutes ces renaissances de ces marques historiques qui sont des mythes. On a un peu parlé de mythologie de marque, là aussi, aujourd'hui. Les enseignements ou les conclusions, peut-être, trois points, peut-être, qui m'ont marqué. C'est quand on travaille sur la marque, on travaille sur le temps long. Voilà, donc il faut sortir la marque de l'immédiateté, du court terme, travailler sur la marque. Et on le dit à tous les dirigeants de marque ou à tous les brand managers. Finalement, gardez en tête que vous laissez une trace pour les générations futures. Voilà, et donc développer une marque, c'est un peu faire du développement durable quelque part. Deuxième enseignement ou conclusion, en tout cas, c'est qu'une marque, c'est un organisme vivant, peut-être même éternel, en tout cas potentiellement éternel, qui vit, qui évolue, qui s'adapte, qui se réinvente, et comme je disais tout à l'heure, même quand on relance une marque, on la relance pas forcément à l'endroit où elle s'est arrêtée, et en tout cas, il faut la réinventer sans cesse. Et puis peut-être une dernière conclusion, c'est que la marque, c'est une création de valeur. C'est vrai que même si c'est de l'intangible, c'est de l'immatériel. Je dis souvent que c'est un esprit, une âme ou un ADN. Mais que à un moment donné, c'est une communauté de valeurs. Mais cette communauté de valeurs, tant que quelqu'un la ranime, tant que quelqu'un la fait vivre, tant qu'il y a des gens aussi qui adhèrent à cette communauté de valeurs, la marque ne meurt pas. Et en tout cas, la marque continue de créer de la valeur, ce qui fait que c'est pas un hasard si on a autour de la table des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des dirigeants de marque, et pas forcément un fonds d'investissement qui peut avoir une logique plus court-termiste. C'est ce que me disait d'ailleurs Richard lorsqu'on a eu à échanger sur le sujet. Voilà. Merci. Donc merci je crois que d'abord, avant de conclure et de vous remercier une nouvelle fois, mais on est à une période de l'année intéressante, un lancement, un redéploiement, on conforte des positions sur le territoire national et européen. Je pense que dans la vie des marques, mon cher Loïc, je pense que tu sais, faire un bilan avant la fin d'année, ça serait pas mal, pour voir comment nos amis ont évolué. S'ils se prêtent au jeu, avec plaisir. Ouais.
Écoutez, oui, si vous vous prêtez au jeu, je prendrai ce pari-là. Je voudrais, puisque vous avez beaucoup parlé d'historiens, vous avez parlé d'histoire de valeur, pour conclure, prendre quelques propos. On n'a pas répondu au sujet « la marque ne meurt jamais ». Pas d'interrogation. Donc, on n'y a pas répondu, on n'y a pas répondu. Un petit peu. Alors, moi, j'ai repris quelques éléments, un peu d'histoire aussi, sur les marques. Et je pense à Jean Watin-Augoire, que tu dois connaître, bien sûr, qui était un historien des marques. Qu'est-ce qu'il dit ? À la différence de l'être humain, la marque doit apprendre à ne pas vieillir et à ne pas mourir. Je laisse à notre public la réflexion, je vous laisse la réflexion, et lors de notre prochaine émission, vous apporterez les réponses. Puis, second acteur dans le monde des marques, qui est bien sûr Georges Lévy, qui a apporté des sujets sur ce thématique. Non, les marques ne meurent pas, ce sont les hommes qui les assassinent. Tellement vrai. Mais ce sont les hommes qui les font revivre aussi. Très bien. Merci à vous tous. Merci de l'attention. Vous pouvez retrouver Mircea Arapi au Salon du Livre, qui dédicace sur le stand de la Roumanie, parce que je parlais d'Arnal qui l'a créé, qui est espagnol. Mais le dessinateur Mircea Arapi, lui, est roumain. Génial. Et puis... C'est aujourd'hui, à 12h30. Génial. Et aujourd'hui, je crois que tu passes à TF1 ce midi, donc... Richard, non, mon associé. Ton associé. Ouais. D'accord, passe à TF1. Prochaine, et la prochaine fois, où on fera un pitch ensemble, pour que tu nous parles de ton packaging, parce que celui-ci m'a bluffé. Et je veux vraiment qu'on en reparle, et on va en reparler très vite dès que tu me donneras l'autorisation. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas le droit. Je vous remercie à tous. Merci encore de votre venue. Merci. Très, très flatté de vous avoir à nos côtés. Donc, sur Talcom. Merci à vous. Merci à toi, Loïc. Et puis, à très vite. De toute façon, nous, on continue les émissions. Ah ouais, on va pas s'arrêter, là. On va pas s'arrêter. Merci encore.